Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure 100% régionale, 100% d'actualité Alsace 20. Et on va recevoir la Miss Élégance Alsace 2018. C'est pas beau ça? Elle s'appelle Manon Schwetterle, elle sera accompagnée de Chanel Resselin, membre du comité. Et sachez que Manon, que vous voyez, se prépare au concours Miss Landscapes International. Ça se passera à Canton, en Chine. Célia nous proposera la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. C'est un spectacle tout à fait merveilleux. Et ce sont des documentaires que vous allez découvrir dans quelques instants, qui seront évidemment sur notre antenne et dans cette grande manifestation la semaine prochaine. Avant cela, évidemment, c'est l'actualité Marinzis. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce vendredi, les dernières lignes des cahiers de doléances ont été écrites. Que vont devenir les registres? Explications dans ce JT. Vin et bien-être sont à l'honneur ce week-end dans 2 salons strasbourgeois. Entre les deux, notre cœur balance. Nos journalistes sont allés tester pour vous. Et enfin, un peintre alsacien voit la vie en roue dans un musée parisien. C'est une page qui se tourne pour les cahiers de doléances. Mis en place dans les mairies, dans le cadre du grand débat national, ils ont recueilli mercredi les dernières requêtes des citoyens. La suite alors, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres les attend jusqu'à la Bibliothèque nationale de Paris. Avant cela, ils ont fait un stop en préfecture pour être dupliqués. Anna Britz. Bonjour. Donc, là, ça c'est pour Viche donc, ok, merci. Allez, hop, pour l'enregistrement, merci. C'est l'effervescence en préfecture de Strasbourg ce matin. Un à un, une dizaine de maires du Bas-Rhin se succèdent cahier en main pour déposer ici la parole de leurs citoyens. Une copie est transmise à un centre de numérisation près de Tours, donc voilà, ça va se faire en fin d'après-midi, et l'autre copie reste chez nous. Qu'ils soient déposés ici en sous-préfecture ou envoyés par la poste, tous ces cahiers de doléances vont désormais être traités de la même façon, selon une procédure très codifiée. Les cahiers sont d'une part enregistrés, donc on note quelle commune est venue, etc. On complète des éléments de codes postaux et ensuite on les ramène ici dans le secteur reproduction, reprographie pour être entièrement photocopiés. Les photocopies seront ensuite envoyées à la BNF qui sous-traitera pour les numériser à nouveau. Mais les cahiers originaux pour l'instant restent ici en préfecture. On a différents types de cahiers. On a des cahiers qui sont vraiment des cahiers, on a carrément des encyclopédies, je veux dire, qui sont très remplies. Et on a aussi des contributions simplement d'urnes, qui sont des papiers, qui sont empilés. Et il faut noter aussi qu'il y a des cahiers qui sont vides. On a demandé une attestation de non-cahiers, en fait. C'est-à-dire que les citoyens n'ont rien rempli, il n'y avait pas de demande particulière. La préfecture du Bas-Rhin recense actuellement 247 cahiers, plus ou moins remplis, dont 76 sont restés vides, une expérience de démocratie qui a plutôt séduit les élus et que certains envisagent de poursuivre à échelle locale. C'est quelque chose qui était attendu, donc je l'ai mis en place début décembre de suite, je n'ai pas attendu très longtemps et ça s'est très vite rempli. On a mis un gros cahier de doléances, on doit avoir à peu près une 50aine de pages qui ont été remplies par les concitoyens. Et ça me permet moi effectivement de réfléchir un peu différemment sur des choses qu'on va mettre en place. Socialement déjà, on va mettre des actions en place qui sont plus concrètes et puis en même temps, je vois que les gens ont besoin de parler, qu'on les écoute, donc je vais organiser des réunions de quartier beaucoup plus fréquentes pour entendre les doléances, même si c'est toujours un débat risqué. En tous les cas, je pense que c'est nécessaire, les gens sont dans l'attente. Si les cahiers sont désormais refermés, le grand débat, lui, reste ouvert. Jusqu'au 15 mars, de nombreuses rencontres entre citoyens sont encore programmées dans toute l'Alsace. Les épicuriens seront servis ce week-end. Le salon des vignerons indépendants s'installe au Wacken à Strasbourg. Plus d'1 million de bouteilles venues de toute la France ont été transportées pour l'occasion. Et la tendance aujourd'hui est au bio. Dégustation et séances d'explication sont au programme de cette 26e édition. Camille Roland et Adeline Piron. Armés de caddies, de diables et le verre au cou, ils étaient nombreux aujourd'hui à se déplacer dans le hall du parc des expositions de Strasbourg pour venir déguster du vin.
Les visiteurs ont du choix. 576 vignerons des 4 coins de la France sont venus présenter leur production. Et depuis quelques temps, une tendance se dessine, le vin biologique. Tous les ans, on vient avec mon épouse parce qu'on a un certain nombre de vignerons qu'on souhaite retrouver parce qu'on les suit de manière régulière et aussi pour essayer, dans la mesure du possible, d'en découvrir de nouveaux. Disons que quand un vigneron fait bien son travail, on le sent dans le vin. Le vin peut être bio, mais il n'est pas forcément bio et on peut avoir un très bon produit qui n'est pas bio et un très bon produit bio. Freunde haben uns mal hierher mitgenommen. Und seitdem kommen wir jedes Jahr her. Und wir kaufen eigentlich so nach den Weingütern, was uns gefällt. Wenn biologischer dabei ist, dann freuen wir uns auch. Aber wir gucken jetzt nicht gezielt nach biologischen Weinen. Ça permet en fait de pouvoir, dans un même endroit, être en capacité de visiter à la fois du Bordeaux, du Bourgogne, du Côte-du-Rhône. Aujourd'hui, je la joue light. Je pense que je vais terminer à 10 caisses. Dans la famille de Mathilde, on est vigneron depuis 1525. Et pour elle, le bio a été un choix logique. C'est un choix éthique et logique pour nous parce que les pesticides, nous on consomme bio aussi de toute façon. Et ça nous paraît aberrant de mettre des produits chimiques sur un produit qu'on consomme derrière. Et c'est des vins qui sont souvent beaucoup plus digestes aussi, plus proches du terroir. C'est moins de boulot aussi en cave et par contre beaucoup plus de boulot dans la vigne. Il faut vraiment cultiver la vigne avec un grand respect et être au plus proche des raisins, faire attention qu'il n'y ait pas de pourriture, pas trop de rendement, que les raisins soient très sains. Et c'est seulement quand on a des raisins sains et bien concentrés qu'on va pouvoir se permettre de se passer de produits d'une œnologie corrective entre guillemets en cave puisque les raisins sont bons et qu'il n'y a rien besoin d'arranger. La transition d'une culture conventionnelle vers le bio n'est pas toujours facile. Mais entre conviction du producteur et demande grandissante du consommateur, les vignerons indépendants sont de plus en plus nombreux à sauter le pas. Ce corps à corps qui a lieu entre le consommateur et le vigneron nous aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les salons, dans tous les vignerons de France qui font partie des vignerons indépendants, on est autour de 40% de démarches environnementales. Ce qui est énorme, on est à moins de 10 au niveau de l'agriculture française. Et quand les gens voient ça, ils ont envie parce qu'ils se disent retour à des choses naturelles, à des choses plus pures. Voilà. Mais aujourd'hui, sur les panneaux dans ce salon, il y a 2 sigles que j'ai autorisés, l'agriculture biologique et haute valeur environnementale, HVE, qui est aussi une démarche, pas tout à fait la même, qui va vers de gros efforts de diminution des intrants, d'une culture plus propre tout simplement. 60 000 visiteurs sont attendus tout le week-end et plus d'1 million de bouteilles devraient trouver leur place dans les caves des amateurs de vin. À quelques pas des vignerons, des spécialistes de l'eau sont à Strasbourg pour la première édition du salon Thalasso et Cure Thermale. Quels sont les bienfaits de l'eau? Où partir en cure et combien de temps? Quels soins choisir? Autant de questions auxquelles les visiteurs pourront trouver réponse ce week-end à l'hôtel Hilton de Strasbourg. Camille Roland et Adeline Piron. Avoir les pieds dans l'eau, buller, se relaxer, ça fait rêver. C'est aussi parfois une manière de se soigner. Autrefois dédiés aux soins des maux tels que la rhumatologie ou les maladies respiratoires, les thermes et les thalassos ont réorienté leur offre. C'est ce qu'on découvre au premier salon des thalassos et cures thermales de Strasbourg. On est dans un tel stress, dans une telle continuité, régularité, et on a envie de décompresser puis de lâcher prise. Donc là, on vient prospecter pour éventuellement, pourquoi ne pas y retourner d'ici quelques temps. Dans le temps, la cure thermale était associée aux cures à la bourboule, où on prenait des gaz et où on avait qu'une... Quand j'avais l'âge de 6 ans. Maintenant, je pense que ça doit être beaucoup mieux que quand j'étais petite. C'était une punition. C'est pas seulement donner des soins, mais prendre soin. Donc je crois qu'il y a ces 2 éléments qui viennent se rajouter maintenant, fait que les cures deviennent aussi des moments de détente comme l'était uniquement la thalasso à une époque. Fini donc les bonnets à fleurs et autres images vieillottes, place à la relaxation et au bien-être. Bien-être et santé qui sont parmi les principales préoccupations des Français. En Alsace, la demande est en augmentation. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus en recherche d'alternatives pour soigner tout ce qui est les maux, que ce soit les maux classiques de type rhumatologie ou les maux plus modernes type burn-out ou détox. Et on recherche de plus en plus des manières de se soigner naturelles. Et aujourd'hui, les thalassos et les cures thermales proposent des soins à base soit d'eau thermale, soit d'eau de mer, sans adjonction de produits divers et variés.
Si les cures thermales classiques d'une durée de 3 semaines font suite à une prescription médicale, pas besoin de laisser passer pour se relaxer et se faire chouchouter. Les thalassos et l'espace sont ouverts à tous et offrent des pauses bien-être. En thalassothérapie, ce que l'on vient faire, c'est principalement de la remise en forme. C'est une cure qui utilise donc les fondamentaux de la thalassothérapie, les bains d'algues et d'eau de mer, les enveloppements d'algues, donc pour le côté reminéralisant. Et aujourd'hui, on s'adresse aussi à une clientèle souvent plus urbaine, parfois plus jeune, avec justement des thématiques et des soins, des expertises de soins qui deviennent de plus en plus pointues et qui s'élargissent. On s'adresse par exemple aux jeunes mamans. On s'adresse aux futures mamans, on s'adresse aux gens très stressés, on s'adresse également à tous les gens qui ont simplement envie de se faire coucouner. Certains se jetteront peut-être à l'eau cette année et rejoindront les 600 000 curistes qui sont accueillis chaque année dans les établissements thermaux et les centres de thalassothérapie en France. Avez-vous les cheveux roux? Si oui, vous faites partie des 2% de la population à avoir cette couleur. Parfois plébiscité, malheureusement souvent raillé, le roux intrigue. C'est le cas d'un peintre alsacien du 19e siècle. Cette couleur de cheveux est au centre de ses créations qu'on le retrouve dans l'exposition Roux, l'obsession de la rousseur. Elle est en ce moment au musée Jean-Jacques Henner à Paris. Nora Boiriwa. Pourquoi tant de rousses? Cette question récurrente des visiteurs du musée national Jean-Jacques Henner est à l'origine de cette nouvelle exposition roux. Tout au long de sa carrière, le peintre alsacien a utilisé le roux comme une signature, représentant souvent des femmes avec des chevelures orangées. À travers cette palette, Jean-Jacques Henner a cherché la singularité, mais aussi une forme de sensualité. C'est vrai qu'Henner a utilisé le roux plutôt pour l'idéalisation. Il va peindre des nymphes rousses, des femmes presque idéales dans des paysages venus de nulle part, alors que les rousses, chez Degas ou chez Lautrec, sont plutôt des femmes déchues, sont des prostituées. Donc il n'y a pas forcément les mêmes associations. De l'œuvre du peintre Jean-Jacques Henner à la styliste Sonia Riquel et Régie de la Rousseur, l'exposition établit un dialogue entre une centaine d'objets provenant d'univers différents. Ils permettent de questionner l'imaginaire, les symboles ainsi que les préjugés associés à la rousseur à travers les cultures et les époques. C'est une couleur qui fait parler d'elle parce qu'elle est ambiguë, justement. Et on avait envie de montrer un peu tous les aspects. Il y a à la fois des aspects liés clairement à la séduction féminine, il y a des aspects plutôt liés à la force de cette couleur, le fait qu'elle distingue, qu'elle se remarque tout de suite, qu'elle donne, qu'elle fasse un peu peur. Donc là, on est plutôt sur des personnages comme le clown ou sur les masques de Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui sont des masques qui étaient portés lors de cérémonies funéraires, en fait. Donc on a vraiment une diversité d'interprétations. On ne voulait pas se contenter d'une interprétation autour des tableaux. Le roux choisi et affirmé de David Bowie ou encore la littérature jeunesse ont exploité cette image qui refuse un certain conformisme, comme Tintin, Fifi Brandacier ou encore Rebelle. L'exposition roux brise les préjugés et les clichés. Elle est encore à découvrir jusqu'au 20 mai. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec une drôle de photo. C'est l'image du jour d'Olivier Anne. Seule cette étrange guitare sèche n'y sera pas, sinon toutes les guitares, ou presque, vous attendent les 16 et 17 mars prochains au Dôme de Moutsik. 2 jours de festivités parrainés par Hugo Frey, avec une programmation de 17 chanteurs et guitaristes venus de toute l'Europe. Les visiteurs pourront également profiter d'un grand salon de la guitare sur plus de 1100 mètres carrés, où de nombreux luthiers, magasins spécialisés, artisans et accessoiristes pour guitare feront découvrir leurs produits et créations. Voilà, très sympa l'affiche. Elle était bien. Bon week-end. Merci beaucoup Marine Ziz pour ces informations. On accueille le plateau Alsace 20. Célia, venez nous rejoindre. Et elle est magnifique. C'est notre Miss Alsace, Miss Élégance, Manon Schwetterle, accompagnée de Chanel Resselin, membre du comité Miss Alsace 2018. On va découvrir ce comité dans quelques instants et on va savoir, on va apprendre que Manon part très bientôt en Chine. Avant cela, un petit détour par la météo. Quel temps il va faire à ton avis, Célia, ce week-end? Grand soleil. Grand soleil, c'est Bah ce que oui. tu aimerais bien? Bah oui. Eh bien justement, regardez, c'est Sada qui nous dit tout. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, un début de week-end comme on les aime avec au menu dans votre matinée. Alors certes, quelques petits passages nuageux sur l'Alsace ou encore sur le nord de la Suisse, mais le soleil sera déjà bien présent et chez nos voisins allemands, eh bien, c'est le soleil dès le réveil. Les valeurs dans la matinée, attention, ça reste froid, 3 degrés étant la maximale à Colmar ainsi qu'à Pratteln, partout ailleurs, 2 degrés. Votre après-midi, eh bien, sous le soleil, et cette fois-ci, il est radieux absolument partout, profitez-en bien. Les valeurs dans l'après-midi, elles sont agréables, 9 degrés si vous êtes du côté de Saverne, 10 degrés de Wissembourg jusqu'à Karlsruhe, 12 degrés, ce sera la maximale en Alsace du côté de Strasbourg, sur le centre et le sud de la région du Bade-Wurtemberg, 11 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi qu'à Bâle. Votre journée de dimanche, eh bien, sous le soleil encore, et les valeurs iront entre 10 et 13 degrés dans votre après-midi. En ce samedi, eh bien, nous célébrons les Lazars. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h22 pour nous dire au revoir à 18h02. Excellent moment à tous sur Alsace 20. Vous retrouvez Célia. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Et Manon est notre invitée Miss Élégance Alsace, accompagnée de Chanel, membre du comité Miss Élégance Alsace. Alors, Manon, on connaît Miss France, on connaît Miss Prestige National. C'est quoi le concours Miss Élégance ? Alors, Miss Élégance, c'est un concours qui est ouvert à des jeunes filles à partir d'1m65, entre 18 et 26 ans. Donc c'est un des seuls concours qui est ouvert aux filles en dessous d'1m70. D'accord, donc Miss France, pour vous, c'était pas possible. Pas possible. Et Miss Prestige, non plus. Non plus. C'était un rêve de gosse de faire un concours de Miss ? Oui, c'était un rêve de petite fille, de les voir à la télé, de voir les photos, les grosses robes de princesse. Ouais, c'était un rêve de petite fille. Et vous, Manon, vous, Chanel, vous ne l'avez pas fait ce... Non, je ne l'ai pas fait, Donc, mais... Vous êtes tout aussi jolie. Merci. Mais je soutiens Manon et je l'accompagne le plus possible. Est-ce que vous savez, Chanel, comment ont été départagées les filles? Sur quels critères? Sur leur élégance, leur manière de défiler, les répétitions qu'elles ont pu faire aussi tout au long où elles se sont formées. On les regarde aussi pendant les répétitions? Oui, elles ont été regardées. Puis le jour J, au coup de cœur, je pense aussi un peu. Et vous, qui vous a entraîné, Manon? Alors moi, c'est ma déléguée qui m'a entraînée, Alicia Rosan, la déléguée du comité Miss Élégance Alsace. Et elle m'a entraînée depuis le premier jour. Donc à la maison, elle vous faisait marcher déjà? Il fallait des tenues particulières? On était en répétition, on était 10 filles à se présenter pour le concours de Miss Élégance Alsace 2018. Et on avait beaucoup de répétitions, surtout à l'approche de la compétition. Tenez, on va regarder les images, parce que c'est quand même vous là, qui êtes en train de bouger, de danser. Quand vous revoyez ces images, vous les vivez comment ça... C'est nostalgique. C'est vrai? C'est nostalgique, ouais. Et comment on se retrouve dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? C'est en fait, on grandit. C'est une aventure qui fait grandir. On apprend sur soi, sur la vie. On ne pourrait pas croire, parce que quand on regarde ça à la télé, on se dit c'est un concours de beauté. Mais franchement, on apprend beaucoup sur soi-même. Comment vous êtes arrivé au concours de beauté? C'est quelque chose qui passe de génération en génération ou pas du tout? Non, maman, pas du tout. Qui voulait? C'est grand-mère? Bon, tout le monde m'a suivi. Toute ma famille est à fond derrière moi. Mais c'est plus depuis que je suis toute petite, la photo et par les médias. Donc je suis arrivée à ce concours. Alors on va rappeler que vous êtes fait des études d'infirmière, oui. Que vous êtes pompier volontaire. Donc oui, c'est une espèce de grand écart entre quelque chose qui est plutôt physique, un peu oui. viril, etc. et l'hyperféminité. Et on vous a vu tout à l'heure avec Célia dans l'âge de maquillage, devant le miroir, un peu comme ça, à vous regarder, etc. Vous aimez être star? Oui, j'aime bien. C'est un milieu que j'aime bien. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, malgré la différence entre pompier et Miss. Mais c'est deux domaines que j'aime bien. J'aime bien passer de l'un à l'autre. Voilà, et quand on voit ces images, on a l'impression que c'est très naturel. Oui, honnêtement, je pense que depuis que je suis petite, à force de voir et d'être dedans, je pense que ça s'est fait naturellement parce que c'est un concours justement qui est fait... En fait, on ne se donne pas une image, c'est vraiment nous, c'est naturel, ça découle vraiment de notre personnalité. Alors, une chose, c'est que vous êtes donc aujourd'hui Miss Élégance 2018, et vous êtes, puisqu'on le voit bien sur le bandeau que vous avez ici, vous allez faire ce concours de Miss Landscape. Landscape, c'est paysage, c'est la traduction littérale. Ça va se passer à Canton, en Chine. Vous allez partir le 26 mai, donc dans 2 mois, taillot. Voilà. Comment ça s'est fait, cette sélection dans ce concours?
En janvier dernier, je suis partie à l'élection de Miss Élégance France 2019. J'ai terminé dans le top 10. Et grâce à ce top 10, j'ai pu partir à ce concours. On m'a désignée pour représenter la France à Miss Landscape International. Donc contre tous les pays du monde, en Chine. Que des filles d'1m65. Non, plus peut-être. C'est vrai, vous serez une perche par rapport aux Chinoises. Hein. Oui. Faut le savoir. Non, je pense que non, il y a des filles qui sont plus grandes, il y en a d'autres plus petites. Là, les critères de taille, je sais pas trop, mais je pense pas en dessous d'1m65 parce que généralement. Et vous avez répété justement les défilés, les attitudes qu'on attend de vous. Vous avez pu préparer tout ça? Alors pour Miss Élégance Alsace, on s'est entraîné pendant 2 à 3 mois avant la compétition. Et pour Miss Élégance France, on est parti 1 semaine avant le jour J. On a eu 1 semaine de préparation avec des sorties, des répétitions. On avait 6 à 7 heures de répétition par jour pour monter le spectacle du jour J. Et là, pour la Chine, c'est ma déléguée qui va s'occuper de moi, qui va m'apprendre à me tenir, la posture, le défilé, etc. Parce que comme on voit sur les images, c'est un peu différent. Voilà, ça c'est le vrai défilé landscape. Ouais. Hein, ça, c'est le défilé de l'année dernière, donc ça sera ça. Je pars pour ça. Alors ça, c'est des budgets aussi, parce qu'on voit ces jeunes femmes qui sont très élégantes, évidemment. Enfin, c'est le principe de Miss Élégance. Hein. Mais ça veut dire que ça a un coût aussi, les robes, etc. C'est des robes de couturier qu'on vous prête, c'est vous qui les faites fabriquer. Alors, c'est des partenaires qui me prêtent mes robes. On a beaucoup de partenaires avec Miss Élégance Alsace. Et on a la chance que ces partenaires nous aident et me prêtent des robes pour partir. Parce que c'est vrai que c'est un coût quand même. Et vous savez déjà ce que vous allez faire là-bas, en Chine? Maillot de bain, robe longue Oui, c'est ça. Maillot de bain, robe de soirée. Je pense qu'il y aura plusieurs passages en robe et un passage en maillot de bain. Oui, et vous allez devoir parler aussi, du coup, en anglais? Oui, ça sera un discours en anglais. Okay. Et alors, vous l'avez déjà un peu travaillé? En train. Le début, ça sera quoi? Faites-nous juste le début. I'm so happy. Hello, my name is Manon Schmetterlé. Ok. Voilà, bon. I'm so happy to... Ok, ça va être comme ça. En tout cas, qu'est-ce que vous lui... comment vous croisez les doigts, là, Chanel? On croise les doigts, on la soutient. On s'abonne tous à sa page Facebook, Miss Élégance Alsace, Manon Schmetterlé. Et puis, on poste, on publie. Et après, il faut que ça marche. On souhaite tout le courage. Bon, vous restez avec nous, soyez en tout cas les bienvenus sur le plateau de 24 ans en Alsace. Merci. On marque une toute petite pause, c'est le temps mort, histoire de faire un petit peu de réclame et on retrouve notre Célia qui a des surprises exceptionnelles pour ce week-end et pour sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voir ce week-end? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? C'est avoir à faire avec Célia. Avoir à faire, les filles, c'est simple, c'est tous les programmes à ne pas rater sur Alsace 20 et quelques idées sorties aussi la semaine prochaine ou ce week-end. Ouais, on commence par le canapé, on se pose un peu. Ouais, généralement, on commence par la détente. Alors ce week-end, on s'intéresse à une maison historique, ici, à Strasbourg, la maison Mimir, pour ceux qui connaissent. Construite en 1550 et abandonnée à la fin des années 90, c'est en janvier 2010 que des travailleurs sociaux et des personnes sans domicile se rencontrent et décident d'occuper cette ancienne bâtisse municipale afin de donner vie à un lieu d'habitation, mais aussi de rencontres et de création. En 2013, un bail avec la mairie de Strasbourg transforme petit à petit le squat improvisé en véritable symbole culturel et social au cœur de la ville. Et c'est en 2016 que la maison Mimir est fermée afin de réaliser d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes. C'est Hélène Rastéga, réalisatrice, qui a suivi cette longue et rude période de travaux portée par des bénévoles durant près d'1 an. Et elle nous livre un très beau documentaire. Pendant les travaux, la maison reste ouverte, c'est le nom du documentaire, c'est à retrouver samedi à 21h et dimanche à 10h et 17h, extrait. La maison est ouverte, elle n'est pas ouverte officiellement, mais elle est ouverte. Après, c'est là où moi, des fois, ça me perturbe, parce qu'on se dit pirate, on se dit... non conforme en dehors de la société, pourtant, on reste bloqué par des soi-disant problèmes administratifs. Ok, on n'est pas aux normes, ok, on n'a pas le droit de recevoir du public, mais putain, on laisse pas de gens dehors, donc les gars, si vous avez froid, venez. Et là, on serait dans le vrai rôle.
C'est à voir ça, vraiment. hein. à découvrir. Événement très spécial la semaine prochaine. Quand je dis spécial, c'est tout simplement, je voudrais dire extraordinaire. Je suis un fan absolu. Ouais, le week-end prochain, vous pourrez aller nager avec les baleines, vous pouvez vous baigner avec le requin ou buller avec les crabes en profitant de la fête européenne des images sous-marines et de l'environnement. Alors Lionel, vous nous en parlerez jeudi avec le président Exactement, de avec Léo l'événement. Barquette. Oui, mais en attendant et en avant-première, Alsace 20 vous met l'eau à la bouche avec la diffusion inédite de courts-métrages amateurs issus de la sélection officielle du festival. C'est top. hein. Alors c'est lundi à 15h30 en prime, mardi à 21h et mercredi à 10h. Et vous pouvez jouer également sur le Facebook d'Alsace 20 dès lundi pour tenter de gagner 2 places pour vous rendre au festival qui aura lieu les 1, 2 et 3 mars dans la magnifique salle de l'auditorium de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Regardez un vrai extrait, c'est magnifique. Mais d'ici, on ne trouve rien qui ressemble à ce qu'on peut trouver de l'autre côté de la surface. On ne respire plus directement l'air du bon Dieu, mais son équivalent ou un ersatz mis en conserve et qu'on emporte avec soi. On évolue dans un milieu 800 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. L'infini se situe à une 50aine de mètres dans les meilleurs des cas. Mais ce monde qui pourrait sembler horriblement rébarbatif pour les humains, sait se montrer accueillant et fascinant pour ceux qui font l'effort d'aller le découvrir. Descendre sous la mer revient à entrer dans un monde fantastique de formes et de couleurs. Et les régions que les hommes ont décidé de protéger sont particulièrement riches en découvertes et montrent bien qu'à ce niveau, le plus petit effort est rapidement récompensé par la renaissance d'un foisonnement de vie. Là, c'est évidemment un combat pour l'environnement auquel se livre Léo Barquette en proposant ce festival international de l'image sous-marine et de l'environnement. Il y a même un film où quelqu'un plonge avec 700 requins autour. Je ne sais pas comment il les a comptés, mais franchement, on en parlera jeudi. Allez, une autre nouveauté. Oui, un petit dernier pour la route parce qu'on change nos programmes. Dès la semaine prochaine, on dit au revoir à ACDR Family, vous vous souvenez, au cœur des refuges. Ce sera le dernier épisode de la saison 1. On retrouvera la suite bientôt. Ce sera mercredi à 18h30, donc le dernier épisode. Et on accueillera une petite nouveauté, une nouvelle pastille. Vous avez aimé La Casa del Papel, bien sûr, la série à succès sur Netflix. Alors vous adorerez sûrement sa version alsacienne. La Casa de Papy, par la troupe de théâtre des Modestes. Un nouvel épisode chaque semaine. Ce sera diffusé en inédit à partir de jeudi à 18h55. C'est juste avant le direct. Et je ne vous montre pas d'extrait parce que je vous laisse un peu de suspense. Vous l'aviez vu, La Casa de Papel? Oui. Ouais, c'est top. Ouais, Vous c'est verrez génial. La Casa de Papy. C'est vraiment alsacien et c'est à mourir de rire. Et si on bouge un peu, on préfère sortir maintenant. Ah ouais, on bouge un petit peu. C'est l'événement de cette fin de mois. Vous savez à quel point j'aime les spectacles d'impro. C'est vrai, ouais, Eh ouais. oui. Eh bien, la troupe La Carpe Haute nous régale à nouveau avec un nouveau rendez-vous. Ça s'appelle Just Play. C'est leur nouveau rendez-vous jeudi 28 février et vendredi 1er mars au Collège épiscopal Saint-Étienne à Strasbourg. Alors le principe, Just Play, en fait, c'est un spectacle improvisé extrêmement libre et dynamique dans lequel les comédiens s'inspirent d'objets prêtés par le public, des lumières, de la scénographie, pour faire voyager dans des impros drôles, touchantes, souvent surprenantes. C'est le spectacle de La Carpe Haute qui a déjà pas mal voyagé. Vous voyez quelques images, notamment de la Pologne, c'était Just Play Pologne, et c'est à ne pas manquer. C'est à prendre directement sur vos places sur le site de La Carpe Haute, lacarpehaute.com. Voilà. Voilà, il y a une vraie culture en plus de l'impro ici en Alsace, avec les improvisateurs, avec ouais. toutes ces troupes, et c'est assez exceptionnel. Vous avez déjà vu C'est des top. spectacles d'impro? Oui. Voilà, vous vous levez, vous êtes pour une équipe ou contre une équipe. C'est un peu compliqué, c'est pas passé comme ça pour vous. Hein. Non. Comme justement, on va terminer, on se reprend une petite minute avec vous avant de partir dans le Grand Est. Comment on vit le temps d'attendre, de savoir si on va devenir la Miss Élégance Alsace? Hein. Alors, là, le je vois soir Chanel même- qui est en empathie, là, qui dit, mon Dieu, ça a été dur. Hein. Le soir même? Ouais. Ah, c'est long, hein. C'est très très long parce que on passe par tous nos passages et le dernier moment, l'attente. En plus, il y a des discours de remerciements, c'est super long. Et on super commence long et par la stressant. 5e, la 4e, Ouais. la 3e, Ouais. c'est ça? On commence par la 3e dauphine, 2e dauphine, 1re dauphine et la Miss. Voilà. Et la Miss, c'était vous. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu votre petite larme? Oui, je l'ai versée. Comme à la télé, quoi. Comme à la télé. Voilà, on est venu vous mettre la couronne. La C'est couronne. Miss Élégance Alsace 2017, Déborah Cogolet qui me l'a mise sur la tête. Voilà, et c'est toujours compliqué, la couronne, ça tient jamais. Pourquoi une couronne, C'est ça vrai, tient jamais? c'est vrai. On a eu du mal à me la mettre. Elle est tombée une première fois et la deuxième, ça a tenu. Voilà, À cause du chignon, je pense. Voilà, Chanel, vous, c'est pour quand le concours? Ah, pas de concours pour moi, les concours pour les écoles de commerce en premier temps et on verra ensuite.
Voilà. Pourquoi vous êtes membre actif de ce concours Parce Miss que Élégance? Manon, c'est une de mes meilleures copines, Ouais. que je la soutiens, que je l'encourage dans ses projets. Et si c'est quelque chose qui lui plaît, ben, faut qu'elle continue. Vous avez voulu l'accompagner. Oui. Allez, il nous reste 20 secondes. Vous partez en Chine 26 mai. Oui, c'est ça. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge par le comité. Et vous revenez? Je reviens le 7 juin, à peu près. Ouais, d'accord. En plus, il y a des petites vacances, quoi. Bah oui. Voilà, on sera derrière vous, Manon. Vous nous tiendrez au Merci. courant des petits selfies, Oui. des petites Avec plaisir. vidéos qu'on passera sur Alsace 20. Chanel, vous avez un prénom de star, hein, vous aussi, Merci. évidemment. Voilà, merci en tout cas d'être venu sur le Merci plateau. beaucoup. Célia, je vous remercie et je vous remercie vous aussi, spectateurs d'Alsace 20, de plus en plus nombreux. Alsace 20, première télé 100% alsacienne d'Alsace, et oui, c'est quand même arrivé. Ça valait le coup de féliciter toutes les équipes qui sont autour de nous. Allez, tous les vendredis, on vous emmène découvrir l'actualité du Grand Est, une semaine dans le Grand Est. C'est parti. Ils étaient près de 700 mardi soir, réunis sur le parvis des droits de l'homme pour dire non à l'antisémitisme et à la haine. Un rassemblement qui s'est déroulé dans de nombreuses villes de France à l'appel du Parti socialiste, rejoint ensuite par une vingtaine de partis politiques. Un rassemblement organisé alors que les actes antisémites ont bondi de 74% l'année dernière, en passant de 311 à 541 signalements en France. Une tendance qui se confirmait encore hier matin lorsque 80 tombes du cimetière juif de Katzenheim en Alsace ont été profanées. Hier soir, devant le centre Pompidou à Metz, de nombreux citoyens, mais également des élus, étaient présents. Ce ne sont pas des actes banals, dans la mesure où effectivement l'antisémitisme a servi de support à une haine extraordinaire à travers la Shoah il y a maintenant 80 ans, et parce que la France est une république où tous les citoyens se valent. Nous sommes des citoyens unis, et ce soir nous sommes à côté de nos amis de la communauté, parce qu'il était important de montrer que ça suffit. Samedi, lors de l'acte 14 des Gilets jaunes, le philosophe Alain Finkielkraut a été insulté dans les rues de Paris par une poignée de manifestants. Une agression vivement condamnée par les politiques, mais également par des gilets jaunes. Ce ne sont pas de vrais gilets jaunes, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est facile de prendre un gilet jaune, de l'enfiler et de casser quelque chose, ça discrédite carrément notre mouvement. Nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche, on a des revendications, mais que les gens soient juifs, musulmans, quelle que soit la religion, l'ethnie ou les origines, les taxes, ça touche tout le monde. Hier soir, dans toute la France, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont donc réunies afin de protester contre la multiplication des actes antisémites. On peut chauffer lorsqu'il fait moins 20 à l'extérieur, on chauffe la serre. Timothée Croteau arrive à cultiver ses légumes par moins 30 degrés. Ce Québécois était l'invité de la Chambre d'agriculture des Vosges à Épinal. Ses jardins sont une référence en la matière. Chaque endroit est particulier, ses difficultés. Nous, on a un climat rigoureux, etc. Plein de choses qui nous offrent des embûches. Mais on a développé une expertise chez nous. Favoriser la vente directe pour une agriculture plus locale, c'était notamment l'une des problématiques abordées lors de cette rencontre. La question est alors de savoir comment valoriser les circuits courts. On a beaucoup à apprendre effectivement, nous dans les Vosges sur le maraîchage, parce que c'est pas une culture très dominante aujourd'hui, mais on a des choses à faire sur l'ensemble du territoire là-dessus. Il faut réfléchir effectivement à l'agriculture de demain, en partant de l'agriculture d'aujourd'hui, parce qu'on a l'agriculture que l'on a, avec les acteurs que l'on a, et de voir effectivement, en parallèle des circuits longs, comment on peut valoriser les circuits courts. Pouvoir vivre de sa culture, c'est un véritable enjeu pour les petits agriculteurs. Entre proximité et bénéfice, cette conférence était l'occasion pour certains d'apprendre et d'obtenir de l'inspiration. Je m'installe moi depuis cette année en montagne également, donc je pense que le Québec est là où je m'installe, c'est plus en rapprochement, on va dire.
On est dépendant du climat, il n'y a pas de mystère et il faut aussi convaincre les gens, il faut se faire connaître. Je pense que ça va être une grosse difficulté, moi, pour me lancer. Dans les Vosges, comme partout en France, manger local est devenu une préoccupation première. Les jardins de Cocagne-à-Taon-les-Vosges en sont l'exemple. Et ouverts seulement depuis octobre, les jardins de Galilée près de Saint-Dié prouvent qu'il existe un véritable marché. Sous le ciel bleu d'Hayange, une guerre ouverte se joue depuis 3 ans. Le conflit entre la municipalité frontiste et la section locale du Secours populaire n'en finit pas. Jugeant l'association politisée, Fabien Angelman lui a ordonné en 2016 de quitter le local municipal. J'ai rien contre le Secours populaire en règle générale, mais là, nous avons une association locale qui est infiltrée par l'extrême gauche. Donc si c'est pour utiliser l'image de cette association pour faire de la politique, non, ça ne peut pas fonctionner. Devant le refus des bénévoles de rendre les clés, le maire a coupé leurs subventions, l'électricité et le gaz. Contraint par la justice à rétablir le courant, il vient de déposer un référé d'expulsion au tribunal de grande instance de Thionville. On a une association, une section locale du Secours populaire qui occupe sans droit, ni titre, ni bail, ni mise à disposition gratuite, ni assurance, un local municipal. Donc là, on est complètement dans l'illégalité. Prêts à se battre une nouvelle fois, les bénévoles du Secours populaire affirment être dans leur bon droit, attestation d'assurance à l'appui. Quant à l'absence de documents signés, ils l'expliquent par la conclusion d'un contrat de location oral. C'est un bail oral qui avait été à l'époque fait donc, avec la mairie et les mairies, mais à l'époque, dans 78, ça date pas d'aujourd'hui. Et on a toujours fonctionné comme ça et ça n'a jamais gêné les mairies successives, quelle qu'elle soit leur couleur politique. Mais là, M. Angelman, lui, apparemment, ça le gêne parce que, en fait, c'est plutôt maintenant de l'acharnement, du harcèlement vis-à-vis donc, de notre association. Reconnu d'utilité publique en 1985, le Secours populaire français œuvre contre la pauvreté et l'exclusion. À Hayange, 980 personnes y sont accompagnées tout au long de l'année, des bénéficiaires qui ne comprennent pas l'action de leur maire. Je pense que c'est complètement ridicule parce que tout simplement, ils sont là pour aider les gens qui sont en difficulté comme nous. Moi, je suis pas ici, mais là, c'est ma petite sœur. Et je trouve que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont là pour nous aider, pour aider les gens. Déterminés à aider les Hayangeois dans le besoin, les bénévoles ont lancé une pétition en ligne. En 3 jours, elle a déjà recueilli plus de 26 000 signatures. L'avenir du Secours populaire se jouera devant le tribunal de grande instance de Thionville le 5 mars prochain. Malgré ses 30 ans d'expérience, il a fallu près d'1 an de travail pour concevoir cette sculpture en chocolat. Elle représente à échelle réduite la chaîne du Mont Blanc. La grande vallée blanche qui est une descente mythique en ski ou en surf. Et là nous avons le maillet pour pouvoir déguster. Voilà, on casse tout. On casse la montagne. Ce sont des sommets gourmands. C'est une collection de montagnes. Donc le premier, c'est la chaîne du Mont Blanc, qui fait 60 cm de long, 1 kg de chocolat, dans différents arômes. On est capable de faire ça aujourd'hui grâce à la technologie. Technologie car, pour réaliser ces moules, Philippe Gérard a fait appel à une société auboise spécialisée dans l'imagerie 3D. On a acheté des fichiers à la NASA qui viennent d'une expédition de 2001 où ils ont cartographié la planète entière, notamment les montagnes. Et la société Okenit est capable d'interpréter ces fichiers qui ont été réalisés par la NASA. Donc on a refait toutes les élévations qui sont nécessaires pour réaliser un moule et interpréter ce qu'on avait en facettes pour que ça soit un peu plus artistique en s'inspirant d'Orlinski. Donc on lie les deux technologies des images en 3D et le métier artisanal de chocolatier. On aimerait que la personne qui soit devant la montagne au chocolat puisse prendre son smartphone, télécharge une appli et qui puisse comprendre où se situe le Mont Blanc, l'aiguille du Midi, les dents blanches, etc. Pour ses créations, il a fait appel à d'autres fournisseurs afin de proposer une expérience de dégustation et la promotion du savoir-faire dans d'autres métiers. On a décliné la montagne en tablette qui fait à peu près 200 à 300 grammes selon si elle sera fourrée ou pas, en praliné, ganache ou autre. On a aussi conçu avec l'atelier d'Ariane un sac isotherme en forme de doudoune, qui est un très bel objet. La société Valrhona, qui est mon fournisseur de chocolat, vient de faire des déclinaisons de chocolat qui sont extrêmement technologiques.
On récolte des fruits à maturité, on les déshydrate, les pulvérise, les mélange avec du beurre de cacao et du chocolat, ce qui fait des chocolats aux fruits 100% naturels, sans aucun produit aromatique ou colorant. Le problème, c'est pas d'avoir les idées, c'est de pouvoir les concrétiser. Donc c'est encore une fois une rencontre des hommes, quoi. C'est pas que de la technologie. Ces 50 premiers coffrets numérotés seront commercialisés d'ici une quinzaine de jours. Le Mont Blanc, le Mont Fuji, les Pyrénées, l'Himalaya sont d'ores et déjà en projet. Donc on fait descendre la sonde jusqu'au niveau d'eau. À partir du moment où ça va sonner, on va atteindre le niveau d'eau, on va lire la mesure au niveau du bord du piézomètre. Voilà. Avec cet appareil, Didier mesure le niveau de la nappe phréatique. Sur ce piézomètre, situé à Oberscheffolsheim, cet agent de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, réalise un prélèvement tous les 4 mois. Des données qu'il récupère ensuite avec un ordinateur portable. Sur ces points-là, on fait des mesures de niveau et également des mesures de température, les variations de la température de la nappe. Donc ici par exemple on a une température de un peu moins de 12 degrés, ce qui est à peu près la moyenne sur la nappe d'Alsace. Les données récoltées permettent de tracer des cartes à l'échelle rhénane. Si les niveaux sont régulièrement relevés, la qualité est aussi évaluée. L'APRONA vient de publier une étude sur la pollution de la nappe phréatique et celle-ci inquiète. 44% des 800 points de mesure étudiés en Alsace dépassent les normes de potabilité. À l'origine de cette pollution, l'activité humaine. Nous connaissons déjà les pesticides et les nitrates, donc plutôt à utilisation utilisée dans le milieu agricole. Et nous avons donc pour la première fois relevé à cette échelle des pollutions d'origine plutôt domestique et industrielle. Il est déjà reconnu que l'activité agricole pollue fortement en nitrates et pesticides. Mais des nouvelles substances dangereuses pour la santé, provenant de médicaments, de produits désinfectants, de blanchiment ou encore des vêtements imperméables ont été retrouvées. Des pollutions d'origine domestique et industrielle. Il suffit, par exemple pour les industriels, dans un processus de fabrication quelconque, d'utiliser l'une de ces substances, que ces substances soient lessivées par de l'eau de nettoyage ou bien dans un processus de fabrication. Donc, elles se retrouvent dans la station d'épuration qui n'est pas forcément dimensionnée pour abattre cette pollution et donc elle peut se retrouver dans le milieu naturel par ce biais-là. Si 80% de la population alsacienne est alimentée en eau potable par la nappe phréatique d'Alsace, le danger ne se trouve pas dans l'eau distribuée par le robinet, mais bien dans les ressources d'eau naturelles mettant en péril la faune et la flore.